Bonjour, bienvenue sur Contrôle Culture. Je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième partie de la sélection BD, les BD sortis pendant le mois d'octobre. Le mois d'octobre a été super chargé, comme le mois de septembre. Le mois de septembre, j'avais proposé 2 vidéos de 20 titres, et bien là je recommence. Donc la première vidéo, j'espère que vous l'avez vue, de mois d'octobre, 20 titres présentés, et là à nouveau 20 titres. Donc je vous dis pas le marathon de lecture que je suis en train de faire, parce que je ne garde que le meilleur. Donc je lis plus de 40 BD par mois, plus tous les autres livres que je lis pour essayer de vous présenter des futures vidéos sur les beaux livres qui vont sortir pour Noël. Donc je vous dis que j'ai un rythme de lecture énorme, et puis le mois prochain, je vois encore la pile de BD qui augmente. Donc voilà, les éditeurs vraiment concentrent leur sortie sur ce mois de septembre, octobre, novembre. Et donc c'est une période vraiment faste de l'année en termes de lecture, mais je tiens le rythme pour vous présenter encore une sélection que vous allez voir qui est très variée. J'essaie de garder que le meilleur pour vous aider à faire vos choix dans ces sorties de BD. On commence avec Eurydice de Lou Luby et Solène Guivre chez Delcourt, une réécriture des mythes grecs. Orphée, Eurydice, ça vous parle forcément. Et bien là, on essaye un peu de changer le mythe avec, vous voyez, des couleurs très chaudes, très belles. On se retrouve dans le désert avec, on se croirait du côté de Petra, ces lumières, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce style très chaud et ces couleurs voilà, très belles. Avec Eurydice qui est dans un convoi, qui suit un convoi funéraire et qui va s'en échapper. Elle va rencontrer Orphée et Orphée va tomber amoureux d'elle, elle va essayer de l'aider dans sa quête. Lui a un chant extraordinaire, elle a un but bien précis. Vous voyez, c'est très beau, très bien mis en page. Voilà, c'est moderne comme façon de revoir les mythes grecs. Ils vont essayer d'aller voir les dieux, et en particulier Hadès, le dieu de la mort. Existe-t-il vraiment? Est-ce un mythe? Eh bien, on va découvrir tout ça. Et on va essayer de monter. On va aussi voir la vie de Calliope, bref, de plein de personnages. Très belle couleur, très beau dessin. Vous voyez, c'est très joli. Une histoire en un seul tome. À la fin, maintenant, on a l'habitude, voilà, maintenant, on s'habitue à la qualité de ces éditions avec un cahier graphique voilà, qui revient sur la genèse des personnages. Énormément de travail pour ce titre, des années de préparation. Donc voilà, un très bon retour dans l'univers des mythes grecs avec Eurydice chez Delcourt. On continue avec du comics Berserker Bloodlines chez Delcourt. Berserker, c'est une série du scénariste Matt Kind avec Keanu Reeves. Et bien là, on a une sorte de spin-off puisque ce guerrier a traversé toute l'histoire des... Voilà, puisqu'il est immortel, c'est la véritable réincarnation d'un dieu de la guerre. Il est invincible, un peu tel un Highlander. Il va, voilà, et on va revenir donc sur des périodes de sa vie, sur des histoires avec des mythes, voilà, de l'Atlantide, voilà. On se retrouve un peu avec un dessin hyper détaillé, hyper violent, à la Darrows par exemple, comme un peu hard-boiled, voilà, avec vraiment des trucs très graphiques sur des doubles pages. Voilà, franchement, le dessin est pas mal du tout. Voilà, il est invincible. Et voilà, les puissants essaient de se l'accaparer, mais ils n'y arrivent pas. Et là, il va se retrouver avec Cthulhu. Dans cette première, il y a 2 récits dans ce premier tome. Cthulhu, et dans le deuxième tome, il y a une rescapée qui arrive dans un monastère pour essayer de raconter l'histoire de son peuple dans le désert. Et elle va raconter comment eh bien, ce berserker a tout détruit, a fait un véritable carnage, et voilà, elle a essayé de s'en sortir. Donc franchement, 2 très bons titres, très violents, très voilà, sanglants, mais franchement, ça aurait pu être pas bien dessiné, ça aurait pu être pas bien scénarisé. Des fois, dans les comics, on voit des trucs vraiment pas terribles. Et là, si vous avez aimé la série Berserker, ça vaut vraiment le coup, ça met un plus, et j'ai eu beaucoup de plaisir sur ces 2 récits, de lire ces 2 récits. Voilà, donc c'était du bon boulot.
On continue avec Les Piliers de la Terre, le deuxième tome de l'adaptation d'Alcante et Dupré du roman hyper connu de Ken Follett. On est au tome 2, Le Feu de Dieu, c'est chez Glénat et Robert Laffont. J'avais beaucoup aimé. Si vous aimez la BD historique, elle a vécu, voilà, plongez là-dedans. Franchement, vous allez vous régaler. Vous avez un petit... Hop, résumé au début, on est en 1135 en Angleterre avec le jeu des trônes et des puissants. Voilà, les problèmes pour trouver le nouveau roi, puisque le roi Henri d'Angleterre est mort. Et donc il y a la grande histoire et il y a la petite histoire avec Tom qui est un bâtisseur et sa famille qui vivent pauvrement et qui essayent de construire. Son rêve, c'est de construire une cathédrale. Et il va être pris dans ces jeux de pouvoir. Voilà, on va aussi voir la vie de moines qui vont se retrouver aussi mêlés à ces manigances, un peu à ce jeu des trônes. Et donc ce bâtisseur, on va suivre ses aventures. Il va se retrouver à peut-être pouvoir construire la cathédrale de Kingsbridge. Donc vous voyez, c'est la petite histoire qui rejoint la grande histoire. Et voilà, franchement, c'est très bien dessiné et très lisible. Et beaucoup de travail, de préparation. C'est quand même assez riche en termes de pages et de pagination. Plus de 80 pages. Donc voilà, très bon deuxième tome des Piliers de la Terre. Si vous aimez les BD historiques, il faut y aller les yeux fermés. On change complètement de registre, je vous l'avais prévenu, avec chez iGraphics, nouvelle histoire de Ramvi, scénariste que j'aime beaucoup, et Evan Kagel, Dawn Runner, Dave Stewart et Francisco Segala aux couleurs. On se retrouve avec une histoire un peu, je vais vous donner le pitch, on a des créatures gigantesques dans le futur qui arrivent sur Terre, on ne sait pas comment ni pourquoi, et qui se mettent à tout détruire, à tuer tout le monde, à tout ravager. Donc on est un peu dans le pitch des Pacific Rim de Del Toro, avec des kaiju, et donc on crée des pilotes, on crée des sortes de robots, type Robotech, des gigantesques robots capables de combattre ces créatures avec des pilotes qui vont s'unir un petit peu avec la machine. Effectivement, on se retrouve un peu dans le style Pacific Rim, mais il y a vraiment un plus, je trouve, avec un côté Ghost in the Shell, puisqu'en fait, notre pilote de ces robots va se retrouver avec un peu un ghost dans la machine, avec un esprit dans la machine, puisque cette machine, de ce Dawn Runner, a été créée à partir de la mémoire d'un soldat. Et donc ce soldat va ressurgir et les deux vont s'unir et c'est une histoire finalement d'amour un peu entre ces deux personnes qui se lient dans cette machine contre ces créatures extraterrestres super puissantes. Donc voilà, un petit mélange de Pacific Rim et de Ghost in the Shell avec des scènes d'action très bien tournées, robot de fer. Voilà, donc plein de voilà, des très beaux dessins si vous aimez côté un peu robot, méca, voilà, là vous avez une histoire. Ramvi c'est un super scénariste qui est aussi, il y a aussi pas mal d'émotions. Donc ils ont essayé d'allier pas mal de choses, scènes de bagarre, de baston, plus du fond, dans une histoire en un seul tome. Petit graphique à la fin, bien sûr. Voilà, assez chargé. Donc une bonne surprise de SF que Dawn Runner chez iGraphics. De la franco-belge classique, légère, avec Daudier. J'aime beaucoup les petites enquêtes, un peu à la Agatha Christie, de Jérôme Bloch. On est déjà au 29e tome, vous vous rendez compte. Perpétuité, c'est chez Dupuis. Voilà, Jérôme Bloch, c'est un classique de la bande dessinée. Ce jeune enquêteur sur son Solex à Paris, les petites histoires de la vie. Là, on va avoir un jeune enfant qui va se balader dans la maison où travaille sa mère pour faire le ménage. Eh bien, elle va faire tomber son doudou dans une cave, mais elle va apercevoir quelqu'un qui serait prisonnier. Est-ce que cette vieille dame le retient contre son gré? On va faire appel à Jérôme Bloch, qui, voilà, dans un Paris pluvieux, se languit de Babette, qui est partie au travail, parce qu'elle est hôtesse de l'air, et il va mener l'enquête. Voilà, c'est toujours très bien
dessiné, c'est très chaleureux, c'est très agréable. Voilà, il y a du mystère, mais c'est pas violent non plus. On y est bien chez Jérôme Bloch. Voilà, il n'y a pas énormément de pages, hein, c'est assez court, il y a une cinquantaine de pages, mais voilà, on sait ce qu'on y trouve, et c'est toujours plaisant. J'ai toujours beaucoup aimé ces petites enquêtes. On continue avec chez Corette, nouveau style d'un peu de BD, BD historique, Histories, de Pauline Darley et Da Coffee Time au dessin. Mystère et obsession, en fait, dans cette nouvelle série, on va vous raconter des secrets d'histoire, des anecdotes historiques sur des grands personnages. Donc là, dans ce premier tome, on a Sissi, Louis XIV, Agatha Christie et l'inconnu de la scène. Donc 4 histoires. Donc là, franchement, le tome est hyper généreux. Il y a 170 pages, donc c'est vraiment une belle bête. Et franchement, j'ai pris énormément de... Si vous aimez l'histoire, là, ce nouveau style va vraiment vous plaire. Pauline Darley, elle nous explique qu'elle adore les petites histoires comme ça, de la grande histoire. Et en plus, l'écrin qui s'y trouve est vraiment très bien fait, puisque Da Coffee Time vraiment nous présente ça très très bien. C'est vraiment bien mis en page. Il y a des belles présentations. Là, c'est l'histoire de Sissi. On apprend plein de choses. Sissi, bien connue, bien sûr. Romy Schneider, elle était plus ou moins anorexique. Elle était obsédée par son physique. Voilà. Donc, on apprend plein de choses qu'elle faisait, la gym, ce qu'elle mange, ce qu'elle n'aimait pas. Bon, elle mangeait quasiment rien. Voilà. C'est très bien mis en page, avec plein de petits détails. Un côté vraiment... voilà, je trouve que le cachet, souvent, des fois, les livres historiques, le docu-BD, c'est pas toujours très réussi en termes de dessin et de mise en page. Là, c'est vraiment super propre. Et alors, super intérêt pour les anecdotes. L'inconnu de la scène, cette femme qui s'était suicidée et qui a son visage qui a été moulé et qui est devenu voilà, un classique des bibelots que les gens achètent et qui a été vu dans plein de livres et repris. Moi, je ne connaissais pas cette histoire. La disparition d'Agatha Christie, qu'Agatha Christie, la célèbre écrivaine, avait disparu, et voilà, comme dans un de ses livres. Voilà, c'est hyper intéressant. Vous voyez, avec des extraits de ses livres, des petits retours sur ce qu'elle a fait, une bio à chaque fois, si on veut continuer à aller plus loin sur le thème. Et puis la santé de Louis XIV. Je ne savais pas du tout que le pauvre Louis XIV, il avait eu toutes les maladies possibles, c'est un survivant. On dit souvent que c'est les souffreteux qui vivent le plus longtemps, et bien là c'est le cas. Ses repas, voilà ce qu'il mangeait, il s'en mettait un sacré museau, bon, avec beaucoup d'humour, voilà, c'est un ton léger, mais en même temps on apprend plein de choses. Donc vraiment j'ai trouvé ça excellent, et j'espère qu'ils vont continuer la série chez Corette, parce que voilà, c'est vraiment... c'est très réussi. Ils ont l'habitude de faire des très beaux artbooks, des très belles choses. Donc là, ils sont un peu plus dans la BD et j'espère qu'ils vont continuer. Voilà. On continue avec, bien connu, des polars, un duo que les amateurs de BD commencent vraiment à connaître et commencent à vraiment apprécier de plus en plus. Ed Brubaker et Shane Phillips. Quand on voit ces deux noms en haut, on sait qu'on va avoir du bon. Généralement, c'est des polars. Et là, on se retrouve avec un côté un peu fantastique, la maison des impies. Voilà, un côté un peu satanique, ésotérique. On se dit, oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur. Et on se retrouve avec une jeune femme qui se fait embaucher pour aider des personnes qui sont manipulées, mises dans des sectes, mais elle n'y va pas par quatre chemins, puisqu'elle enlève carrément les personnes pour les restituer à leurs parents. Donc voilà, elle n'hésite pas à transgresser la loi pour arriver à faire son taf. Seulement, elle va se faire rattraper par la police elle pense qu'elle va se faire du coup arrêter, mais non, on va l'utiliser pour mener l'enquête, puisque nous avons des personnes qu'elle a connues quand elle était jeune, qui sont en train de mourir les uns après les autres, et donc un agent du FBI va l'emmener dans une enquête sur son passé dans des couleurs très sombres et rouges, du diable et de l'occulte,
puisque cette jeune fille, quand elle était jeune, elle a participé au témoignage pour faire tomber un personnage. Ils ont été appelés les 6 de Satan, puisqu'ils ont dit qu'ils avaient été enlevés, torturés dans des rituels sataniques par une personne qu'ils ont accusée. Et en fait, c'était faux, c'était bidon tout ça. Ils ont été un peu manipulés, manipulation de masse. Mais la fiction rattrape la réalité maintenant avec des choses qui se passent très bizarres. Donc vous voyez une enquête où ce flic du FBI et cette jeune femme vont partir à la recherche des autres témoins. C'est voilà, la fiction, la réalité, le côté flashback avec les côtés très, très occultes, et puis bien sûr des retournements de situation dans tous les sens. Voilà, étonnant, avec une fin abrupte et étrange. Voilà, donc si vous voulez un peu changer les habitudes du duo, vraiment qui dans le polar, là, ils vont un peu plus vers le fantastique. Voilà. Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est toujours très très bon chez Delcourt. Un docu BD rock de petit à petit. Vous savez, ils font un peu tous les grands groupes, les grands chanteurs, les musiciens. Et là, Figueroa, Cordoba, Vivaldi et Degan s'attaquent aux Red Hot Chili Peppers. Alors, vous savez que j'adore le rock, j'adore les Red Hot Chili Peppers. J'ai eu la chance de les voir en concert. Franchement, c'est un super groupe. Et chez Petit à Petit, moi, j'avais vraiment envie de connaître leur histoire. Et donc, les Red Hot, eh bien, quand on revient aux origines de ce super groupe californien, eh bien, on se rend compte que eh bien, ce sont tous des jeunes gens qui ont eu des enfances très difficiles avec des séparations de leurs parents. Ils sont assez isolés. Et ce qui va les rapprocher, justement, c'est ce côté un peu outsider. Ils vont très vite tomber les uns et les autres dans les drogues, les addictions. Et ce qui ressort vraiment de toute cette histoire, c'est le chaos vraiment de ce groupe entre réhab, addiction. Ils renaissent un peu comme le phénix à chaque fois, mais c'est vraiment très compliqué. Anthony Kiedis, par exemple, son père l'a mis très jeune aux substances illicites, à l'amener voir voilà, des dames de compagnie. Il a vraiment une vie pas évidente. Après, ils sont très proches les uns des autres parce que du coup, eh bien, ils ont vécu plein de choses. Il va y avoir le décès du premier guitariste, Hillel Slovak, d'overdose. Voilà, John Frusciante, il aura aussi des gros problèmes de drogue, il va faillir vraiment y passer, et Anthony Kiedis aussi, c'est très compliqué. Donc vous voyez, toute cette... et donc on revient sur leur discographie, sur les événements marquants, sur les changements de line-up. Voilà, franchement, c'est très clair, la BD est bien faite, dans des couleurs assez vives. On a de temps en temps des petits encarts comme ça qui nous permettent de bien resituer la discographie année par année des Red Hot. Ça nous amène aux dernières productions qu'ils ont faites avec Unlimited Love et Return of the Dream Canteen. Voilà, les Red Hot qui continuent et qui ont retrouvé leur formation, on va dire, d'origine avec le retour de John Frusciante depuis 2 albums. Voilà, donc c'est pour ceux qui aiment cette musique-là, allez-y, c'est sympa d'apprendre tout ça. On reste dans les docu-BD, toujours chez Petit à Petit, un petit bijou pour ceux qui veulent découvrir bien l'histoire de l'affaire Grégory Villemin, vous savez, cet enfant horriblement assassiné qui a défrayé les faits divers pendant des années, et qui continue puisque le meurtrier ou les meurtriers n'ont pas été retrouvés. Là, c'est Merdrignac, Lé et Oulemar qui s'y collent. C'est vraiment super parce que voilà, on a plein de choses, plein d'infos, l'arbre généalogique. Ces docu-BD reprennent finalement tous les livres qui sont parus sur le sujet, avec des chronologies, des citations de chaque livre, ça pioche un peu partout. Une BD qui nous montre un peu les moments importants, des petits retours comme ça sur synthétique pour bien résumer l'affaire, des extraits de ces lettres, de ce corbeau qui a envoyé des lettres de menaces horribles aux Villemain, à cette famille, pour se venger. Voilà, c'était des gens qui avaient un peu réussi, puisqu'ils avaient un peu plus d'argent, il était chef, ils ont attiré la jalousie,
Il y a une histoire vraisemblablement de famille avec de lourds antécédents dans la généalogie de cette famille et des haines qui sont voilà, et donc cette histoire de famille où personne ne veut parler, ne veut dire les choses, avec aussi bien sûr des dysfonctionnements entre la police, la gendarmerie, les juges, voilà, tout le monde va être un peu accusé. Franchement, l'histoire est incroyable. On a des reconstitutions des lettres du corbeau. Voilà. Dans cette histoire, finalement, ça dure si longtemps, c'est aussi parce que des fois, la réalité dépasse largement la fiction. Là, tout le monde est accusé, il y a des rebondissements partout. Voilà, on n'arrive pas à connaître la vérité. C'est tentaculaire comme histoire. Et voilà, on revient sur tous les événements importants. Et franchement, quand on finit, c'est plus de 180 pages. On se dit que voilà, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de livres qui nous permettent vraiment de mieux cerner l'affaire. Tout le monde connaît, mais personne ne connaît vraiment les détails. Et on peut se faire après un peu son idée. Il y avait déjà eu la traque avec l'affaire du pont de Ligonnès, que j'avais trouvé vraiment excellent aussi. Donc voilà, si vous aimez les faits divers et les enquêtes, et voir un peu l'envers du décor de ce crime terrible qui a traumatisé toute la France, Le Corbeau chez Petit à Petit. On continue avec du comics, mais limite roman graphique, un style un peu différent. Le Walking Dead revisité de Tilly Walden, Clémentine. On est au tome 2 chez Delcourt, de cette jeune fille toute jeune. Tilly Walden, elle a essayé de se réapproprier le comics de Kirkman, Walking Dead, hyper violent, dans une veine un peu plus roman graphique, avec un côté, des dessins assez mignons, assez doux, comparé à la violence horrible de ce monde envahi de zombies. Et notre trio de jeunes femmes va se retrouver voilà, alors, il y en a deux qui sont amoureuses, elles découvrent un petit peu leur sexualité, elles découvrent l'amour, voilà, mais l'amour au milieu des zombies, c'est pas évident. Et là, elles vont se retrouver sur une île, elles pensaient s'être sauvées. Une île, donc les zombies n'arrivent pas à y accéder, on les repousse dans l'eau, elles se pensent à l'abri, mais Clémentine n'est jamais vraiment tranquille, puisque elle a toujours peur, elle a toujours l'impression que quelque chose va se passer. Elle est très sensible. Voilà, il y a un côté très à fleur de peau de cette BD. C'est étonnant, voilà, le côté un peu ado et zombie. Et Clémentine va découvrir les personnages de cette île avec des personnages un peu étranges. Elle se méfie d'eux, elle enquête, et puis bien sûr, elle va découvrir qu'il y a des choses pas beaux sur cette île, et ça va pas très bien se passer. Voilà, c'est toujours du survival dans l'univers de Walking Dead, mais vraiment quelque chose d'un peu différent. On continue avec un grand classique de la BD, Zorro, le très grand auteur de comics Alex Stoss nous sort chez Urban Cult, on nous ressort une intégrale de ces vieux comics de Zorro. Voilà. Si vous êtes intéressé, si vous aimez Zorro, il y a quand même, je pense, 500 pages, un truc comme ça. Oh non, quand même pas. Ouais, 250 pages, je me suis un peu emballé, de Zorro, avec des préfaces pour nous expliquer un peu. En fait, c'était l'adaptation de la série de Disney en mode comics d'époque, vous voyez, avec ces noirs et blancs incroyables d'Alex Stoss, qui est un maître du comics et qui revient donc sur l'histoire. Là, il y a l'intégralité de tout ce qu'il a fait sur Zorro. Je crois que c'est deux ans à peu près de comics. Et donc, voilà, le sergent Garcia, bien sûr, Bernardo. Voilà, toutes les histoires de Zorro. Franchement, dans un noir et blanc et dans une mise en page vraiment très très belle. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà, c'est très riche. Si vous aimez les aventures du justicier masqué, de ce renard qui défend les pauvres gens contre les oppresseurs, voilà, c'est vraiment très très bon boulot. En sachant qu'à la fin, il y a toute une série
d'interviews. Il y a Marini qui nous dit que c'est vraiment le meilleur dessinateur qu'il ait jamais vu. Voilà, donc c'est quand même un très bel hommage d'Enrico Marini, qui a baptisé le Scorpion à cause de lui. On revient sur Guy Williams, bien sûr, l'interprète du Zorro. Moi, je regardais ça quand j'étais gamin, à la télé, le Zorro, bien sûr, toute ma génération, on a été influencé par ça. Et puis des affiches de films. Voilà, donc voilà, un livre assez, pour les fans, indispensable de ce justicier. On va enchaîner sur 3 livres d'un scénariste que j'adore, qui a fait The Nice House on the Lake. Vous avez forcément entendu parler de ces 2 titres sortis, série en cours, qui a été multiprimé, à Angoulême aussi. James Tynion, 4, scénariste incroyable. Il nous fait une nouvelle série qui s'appelle World Tree avec Blanco et Belair. C'est le premier volume chez Urban Indies. World Tree, il se lance. Donc le format du comic c'est assez petit. Dans une nouvelle série, c'est de l'horreur, c'est hyper violent, où on a un groupe de personnes qui a lutté contre une sorte de darknet, contre une chose qui se cache dans les tréfonds de l'internet, et un peu comme dans ça de Stephen King, ce groupe de jeunes personnes a vieilli et a changé, avait repoussé l'envahisseur, et là on revient de nos jours avec le retour de cette chose. Ils vont essayer de lutter contre cette sorte de créature qui prend le contrôle des gens grâce à Internet et les réseaux, et qui en fait des tueurs psychopathes qui massacrent tout le monde. Donc c'est extermination de la race humaine. Ils vont essayer d'empêcher ça grâce à Gabriel qui va tous les réunir, un peu comme dans The Nice House on the Lake. Il va réunir cette équipe d'avant qui a bien évolué. Ils ont eu des histoires entre eux, et donc il y a une espèce de femme, sorte de Terminator de l'internet qui est là et qui tire des ficelles et qui massacre un commissariat entier. Voilà, elle est super puissante, et donc c'est super violent, et donc cette équipe va essayer d'empêcher la fin du monde. Franchement, c'est très sympa, c'est très bien scénarisé, c'est très violent, on retrouve vraiment la patte de James Tynion, et vivement la suite de World Tree. Et donc, il n'y a pas que ça, parce qu'il nous fait le Déviant aussi, chez Urban, toujours, avec Joshua Hickson, un conte de Noël. Ça tombe bien, on arrive à Noël. Le Déviant, première partie, une histoire de Noël, donc dans son style, vraiment, toujours en limite de l'horreur, où on va avoir un mélange entre autobiographie d'un auteur de comics qui voilà, s'intéresse à des serial killers, et puis quelque chose de terrifiant, une créature ou quelqu'un, on ne sait pas trop, qui se déguise en Père Noël horrible, et qui massacre les gens. Cette créature, avec des allers-retours dans le passé, va faire des véritables massacres horribles. Et vous voyez, cette créature, la voilà, dès le début, on la voit, une sorte de Père Noël muni d'une hache terrifiante. Et donc cet auteur de comics va essayer d'enquêter sur des serial killers, va se retrouver avec une personne qui a été accusée de ces meurtres terribles, et donc un peu comme Hannibal Lecter, il va aller dans le Silence des Agneaux, Clarice Sterling, il va aller l'interviewer et essayer de se servir de son expérience pour démêler l'enquête. Franchement, bien glauque, bien stressant, bien effrayant. Voilà, cet univers du Déviant, et vivement la suite de ces aventures. Franchement, j'ai trouvé ça super. Voilà, encore une fois, James Tynion, il est très très bon. Et un troisième titre de sa part, ce mois-ci, une adaptation d'Universal Monsters de Dracula, avec Martin Simmons. Dracula, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale Dracula, parce qu'il y a plein de choses qui sortent en ce moment sur Dracula, des livres illustrés, des nouveautés, et donc là il adapte
le Bela Lugosi d'Universal Monster, avec le point de vue de Renfield, voilà, très centré sur Renfield, ouais, on dirait Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent, mais c'est Renfield, le fidèle serviteur de Dracula, avec un côté très gothique, très sombre, très glauque, vraiment très glauque, très noir. Une réadaptation de Dracula par James Tynion, du prisme de Renfield, avec un Dracula qui passe, qu'on ne voit pas trop, mais qui est là sans être là. Voilà, il y a de très belles doubles pages. Voilà, si vous aimez ce style-là, avec beaucoup de flou et de couleurs, voilà, et de l'histoire de Van Helsing qui va partir à essayer de lutter contre Dracula. Voilà, donc pas mal, pas mal, pas mal. Il y avait pas mal de choses sur Dracula, on en a vu différents. Mais j'ai eu plaisir, franchement, à lire ce côté version très basée sur Renfield. Voilà, donc si vous aimez ce style-là, donc là, on a fait notre James Tynion. On continue avec le Château des Étoiles d'Alex Alice. On en est déjà au tome 7, La planète des brumes, chez Rue de Sèvres. J'adore cette série, je trouve qu'elle est vraiment hyper bien réussie, bien dessinée. On est au 19e siècle, voilà, des explorateurs repoussent les limites de l'inconnu. On en est déjà au 4e cycle, c'est des cycles de 2 tomes. On a commencé en 1869 et là, vous voyez, on en est en 1875, on avance. Et en fait, Alex Alice, il a plein d'influences. Il a Jules Verne, bien sûr, les romans d'aventure, le Paris 1900, plein de choses de cette époque. Et le précédent tome, c'était l'exposition universelle un peu interplanétaire. Il se régale en revisitant l'exploration des planètes, mais en imaginant ses propres planètes. Et donc là, c'est Vénus, qui est une véritable jungle. Tout ça, ça commence avec la découverte de l'éther et de l'éthérite qui permet bien de voler, d'aller dans l'espace. Et donc c'est la colonisation de l'espace, mais voilà, en cherchant à faire sa propre espace avec des véritables aquarelles magnifiques, toujours des couleurs très, très douces, une équipe de jeunes gens. Voilà, il y a plein d'influences, bien sûr, il y a Miyazaki, il y a Albator, il y a plein de choses, il y a foultitude d'influences. Et donc là, on va se retrouver, il y a évidemment l'influence, je trouve, très forte aussi de Mézières, l'aventure de Valérian et Laureline, il y a Moebius, voilà. Et donc cette équipe de jeunes gens, on va découvrir eh bien, les planètes différentes à chaque fois. On a eu Mars, là maintenant on a Vénus et sa jungle, ses dinosaures. Voilà, dans une aventure avec des mystères, les anciens, ils vont essayer d'aider le peuple de Mars. Voilà, c'est des personnages auxquels on s'attache. Ça peut être mis à la rubrique jeunesse, mais ça peut aussi être mis lu par toute la famille. Voilà, je trouve dommage de réserver cette histoire au rayon jeunesse parce que franchement, elle mérite sa place comme une des très très bonnes séries, une des meilleures séries d'aventure et de science-fiction, d'aventure un peu plus. Et franchement, les dessins d'Alex Alice et les couleurs sont à tomber par terre à chaque fois. Et voilà, toute cette exploration, là on a le côté un peu aventurier dans la jungle. Voilà, on se régale de ces aventures, de Séraphin. Et voilà, franchement, ces aquarelles sont superbes. Je vous avais présenté un artbook, il a fait 2 artbooks chez Corette sur eh bien, son château des étoiles. Il y a une série spin-off qui existe aussi, Les Chimères de Vénus, et il nous annonce aussi bientôt le chant du cygne noir, les pirates dans cet univers du château des étoiles, le côté Albator qui revient, de Matsumoto. Voilà, bon bref, c'est une super série que je vous recommande. Voilà, si vous aimez l'aventure, le travail bien fait, les belles illustrations magnifiques, une aventure pour toute la famille, franchement, Château des Étoiles, c'est top. On continue avec un comics, vous vous souvenez de Monstres de Barry Windsor Smith, que j'avais adoré, qui est une des meilleures BD de ces dernières années. Extraordinaire, Monstre, si vous ne connaissez pas, allez voir.
En 99, il avait fait une histoire Ad Astra in Africa de son personnage de Young Gods, il explique ça, de X-Men. Il avait fait une comique qui s'appelait Storyteller, sa revue Storyteller. Et en fait, cette histoire avait été un peu censurée, un peu changée. Et donc là, on a sa version originelle d'une sorte de divinité qui revient en Afrique avec les tribus qui la vénèrent dans un scénario avec des mythes voilà, qui est intéressant, mais surtout c'est ce noir et blanc incroyable, voilà, ces dessins un peu style surfeur d'argent, et surtout voilà, ces incroyables noirs et blancs de Barry Windsor Smith. Regardez, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Pour ceux qui ont aimé Monstre, qui aiment cet auteur, allez-y. Il a fait aussi des Conan le Barbare. Voilà, il est très, c'est un maître du comics. L'histoire est assez courte, fait peu de pages, mais voilà, il y a une cinquantaine de pages. Mais pour ceux qui sont fans de cet auteur, c'est vraiment un noir et blanc incroyable. On continue avec Minuit passé chez Delcourt Mirage de Gaël Genier. Euh, vraiment une autrice à suivre. Franchement, c'est vraiment... Regardez, je vous avais dit que ce mois-ci, il y avait des superbes éditions. Eh bien, je vous mens pas, doré, voilà, la tranche décorée, dans ce style déco bien de l'époque, ancien, où on va suivre avec de superbes couleurs euh, un jeune homme qui revient dans le manoir de son enfance avec son enfant. Ils sont tous les deux tout seuls. Et eh bien, il va se passer des choses dans ce manoir. Vous voyez, les couleurs sont absolument splendides. La mise en page, vraiment, est hyper belle. J'ai été bluffé par le travail graphique sur cette histoire. J'ai adoré le boulot qui a été fait. Hommage à Poe et son corbeau noir qui va... le surnaturel, petit à petit, va rentrer dans cette histoire de manoir hanté où ce jeune homme va revoir son enfance, où on voit qu'il ne parlait pas, il vivait dans ce manoir avec ses sœurs. Franchement, on va petit à petit explorer ce manoir, revenir sur son enfance, et voilà, c'est vraiment ouais, excellent. Ce jeune homme qui voit quelque chose qui le terrifie, enfin qui le terrifie non, parce que finalement il se l'attire, mais qui lui fait quand même peur, se demande ce que c'est, et il ne communique pas, il communique par des fleurs. En bref, il y a plein d'idées très belles et très malines, une mise en scène et des pages, vous voyez, qui sont souvent véritables enluminures. Voilà, franchement, j'ai trouvé que c'était super bien foutu, super bien dessiné. Voilà, le retour sur sa vie, petit à petit, il va comprendre des choses sur son enfance et sur son nouveau rôle de père. Bref, c'est émouvant et en même temps, il y a du surnaturel. Il y a un gros boulot de dessin, c'est une histoire complète, c'est bien produit, il y a plus de 200 pages, un cahier graphique à la fin. Sur les choix justement de noir et blanc ou de couleur. Au départ, ça devait être en noir et blanc. Les tenues, franchement, j'ai trouvé ça. Voilà. Si vous aimez un petit peu le côté un peu surnaturel, sans être violent, sans vraiment faire très peur, léger surnaturel, un peu fantastique, des décors et des costumes, et vraiment très 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 beau dessin. Je vous conseille de tester Minuit passé, c'est une réussite pour moi. Continue avec du comics, mais alors là, c'est du lourd. 100 Bullets, volume 1 de Brian Azzarello et Eduardo Risso chez Urban, chez DC Black Label. Il y aura plusieurs intégrales, c'est la réédition d'intégrale de ce classique du comics qui est multiprimé, voilà, qui est un classique des classiques. En ce moment, Urban y ressortent des intégrales comme ça. Il y a eu Scalp aussi que je vous avais présenté. Donc ça vaut le coup de se lancer. Il y aura plusieurs intégrales d'une histoire tentaculaire de 100 Bullets qui commence
avec cet homme, qui s'appelle Graves, et qui va voir des inconnus et qui leur propose, enfin, des personnes qui ont vécu un traumatisme dans leur vie, qui veulent se venger, il leur propose une valise. Et dans cette valise, il leur propose 100 balles qui leur permettront de tuer et de tirer sans être voilà, des balles non marquées, intraçables, qui leur permettent du coup bien, de faire justice par eux-mêmes sans avoir peur d'être démasqués par la police. Et donc faut-il se faire vengeance soi-même? Ce monsieur Graves a-t-il un plan derrière la tête? Là, au départ, on a des histoires séparées. On a l'impression que chaque petite histoire est différente. Eh bien, pas du tout. Il y a un fil derrière tout ça. Il y a voilà, des symboles étranges, et on va se rendre compte qu'il y a une grande histoire derrière les petites histoires qui sont vraiment super. Ce point fort du livre, c'est vraiment les scénarios. Les scénarios sont excellents, c'est hyper mature, c'est hyper violent. Voilà, les scénarios, et petit à petit, alors ça prend son temps, ça va se recouper avec des personnages que l'on va retrouver. On va comprendre où veut en venir ce Mr. Graves et d'autres personnes. Il y a une mystérieuse organisation qui est derrière tout ça. Voilà, avec des personnages, des Minutemen, avec voilà, des choses qui se mettent en place. Bref, c'est un super moment pour ceux qui aiment. Je vous avais parlé de Scalped, c'est vraiment excellent. Là aussi, on est dans du très très haut niveau du comics. Voilà, pour ceux qui veulent se rattraper, connaître toutes ces choses-là, je crois que là, on a peut-être un des meilleurs comics de polar qu'on peut trouver, de thriller. Voilà, donc il y a un paquet de pages, ça touche un peu plus d'une quarantaine d'euros, il y a 450 pages. Donc vous voyez, c'est du lourd, tout sens, en ce terme comme au figuré, mais vraiment un très très bon moment. Il nous reste encore 2 BD, et voilà, ça c'est vraiment les meilleurs BD du mois que je vous présente. Les Travailleurs de la mer, d'après le chef-d'œuvre de Victor Hugo, par Michel Durand chez Glénat. Je vous avais dit que ce mois-ci, c'était riche en magnifiques éditions. Là, on est dans une très grande édition avec des dessins en relief. Les Travailleurs de la mer, moi je n'avais pas lu ce Victor Hugo. Là, on est dans du noir et blanc, tout en petits traits. Franchement, c'est un travail magnifique. Je vous avais dit déjà qu'on avait de superbes noir et blanc de chez Barry Windsor Smith, mais alors là, encore plus. Vous voyez, tout en petits traits, c'est superbe. Dans une histoire un peu triste, un peu dure, on est dans l'île de Guernesey avec un jeune homme. Vous voyez, alors il y a vraiment des superbes pages, un travail de dessin incroyable, avec un jeune homme qui croise, qui est un pêcheur un peu solitaire, et qui va croiser une jeune femme qui va simplement marquer son nom dans la neige. Et eh bien, ça va suffire à créer, voilà pourquoi a-t-elle fait ça. Ce jeune homme va s'intéresser à cette jeune femme et va en tomber éperdument amoureux. Et pour la séduire, il va essayer d'aider son père, qui a un des premiers bateaux mécaniques, avec une roue, vous voyez, comme ça. Et bien, ce bateau va par un malheureux concours de circonstances, va se retrouver coincé entre des rochers. Et donc, ce jeune homme va essayer d'aller le libérer en échange de la promesse d'épouser cette jeune femme dont il est amoureux. Donc, il va véritablement s'embarquer dans une aventure incroyable, surhumaine, pour sauver, pour avoir cette jeune femme. Voilà, et je vous laisse le suspense. Franchement, les choix de noir et blanc, voilà, ça évoque Schuiten, des choses comme ça. Franchement, c'est hyper beau, voilà, c'est hyper lisible. Il y a des pages incroyables de gestion, voilà, comme de la gravure sur bois. Vraiment, entre le noir et le blanc, c'est magnifique. J'ai une histoire complète qui fait combien de pages? Plus de 150 pages.
Voilà, c'est vraiment un travail de titan de Michel Durand dans un objet magnifique avec marque-page intégré. Voilà, ça valait le coup d'avoir un tel travail pour cette histoire de la mer et de Guernesey incroyable de Victor Hugo. On finit avec la BD de ce mois. J'ai adoré Mémoire de gris de Sylvain Ferré chez Delcourt, qui avait fait Talion, cette trilogie de science-fiction que j'avais bien aimé. Et là, il s'essaye à la dark fantasy, on va dire. Encore une fois, je vous avais dit ce mois-ci, et puis en particulier Delcourt, ils ont fait des superbes éditions ce mois-ci, avec voilà, d'eau toilée, dorure, une BD qui aurait pu se décliner, je ne sais pas si c'était le projet de base, en plusieurs tomes, puisqu'il y a plus de 225 pages. Voilà, il aurait pu y avoir plusieurs tomes. Ils ont décidé de la sortir en un seul tome. Voilà, ça c'est vraiment super pour les lecteurs d'avoir une histoire complète dans un univers donc moyenâgeux, de fantasy et plus encore de dark fantasy. La dark fantasy, c'est quand c'est crado, je rigole, mais voilà, c'est noir, c'est sale, c'est un univers moyenâgeux, glauque et dur, où on va avoir un jeune guerrier qui est censé être mort à la guerre et qui revient dans le duché de son enfance et adolescence. Il y revient blessé à tous les niveaux, à l'âme. Son père est le monarque de ces terres. Il est horrible, tout va mal, les pauvres gens n'ont plus rien, voilà, la guerre n'a rien à changer, n'a rien amené, et il va retrouver, il est aidé par un ami, une aide de guerre, dans ce comté de Gris, il va rencontrer son amour de jeunesse, une femme qui vit au fond des bois, qui a subi, alors il y a pas mal de flashbacks en gris comme ça, qui a subi, comme lui, des choses terribles quand ils étaient enfants, qui les ont malmenés, et elle est partie vivre au fond des bois et faire alliance avec les sorcières, les choses de la nuit, des bois, des choses étranges et magiques, voilà, et qui est un peu en rébellion contre les oppresseurs, une sorte de Robin des Bois un peu dark fantasy, noir et sombre, et donc ce guerrier va se retrouver dans un trio amoureux avec le bailli qui est lui aussi amoureux de cette jeune femme un peu sorcière qui vit au fond des bois, donc un triangle amoureux, des relations difficiles avec les pères et les drames d'enfance, des choses magiques, voilà, là, le côté aussi rébellion sociale contre les monarques et les puissants établis. On va détrousser les pauvres, essayer de créer une nouvelle civilisation, de très belles pages. Voilà, cette histoire dramatique de triste couple. Voilà, des scènes d'action aussi. Des personnages secondaires aussi qui sont bien troussés. Franchement, voilà, pas mal d'hommages à différents styles de BD. Et puis, effectivement, très intéressant, Mémoire de gris, c'est aussi, il n'y a rien n'est manichéen dans cette histoire. Il n'y a pas la lumière et l'obscurité. On est dans le gris, on est dans l'entre-deux. Tous les personnages ont des bons et des mauvais côtés. Voilà, et c'est vraiment bien, ça tient bien debout. Et on passe un très très bon moment à lire cette histoire de fantasy que j'ai vraiment trouvé de très très bonne qualité et puis complète. Voilà, c'est super d'avoir une histoire comme ça, complète, bien présentée, bien dessinée, avec un beau scénario, une belle histoire. Voilà, que du bon. Voilà, pour la BD de ce mois, Mémoire de gris de Ferré chez Delcourt. Voilà, un petit marathon de BD qui s'arrête pour ce mois-ci, en sachant que le mois prochain, eh bien, j'y retourne pour vous présenter les BD du mois de novembre, des meilleurs BD du mois de novembre qui va être magnifique aussi. Moi, ce que j'aime chez les monstres, la suite de 1629, enfin, bref, il y a déjà des super titres qui sont arrivés et qui vont arriver et que je vous présenterai à la fin du mois. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles BD. Et puis je suis toujours en train de faire les vidéos pour les
beaux livres de Noël, plein de choses, les romans, les beaux livres, tout ce qui sort. Vous savez que c'est une période incroyable pour ceux qui aiment la lecture. Allez, à bientôt sur Contrôle Pop Culture. Au revoir.